Merci de prendre le rendez-vous de l'entretien. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'entretien, c'est votre émission hebdomadaire et sur ce numéro, nous vous emmenons dans le monde du digital. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous vivons dans un monde ultra connecté. Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok, Instagram et bien d'autres encore offrent des pages, des liens, des stories et j'en passe. Tout ceci pour nous pousser à partager toujours plus de notre intimité en ligne. Cependant, ces facilités d'aujourd'hui viennent avec leur lot d'inconvénients et c'est ce dont on parle sur ce plateau. On en parle avec le secrétaire général de l'Autorité de protection des données personnelles du Bénin, M. Ambroise Djimanzinsou. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence sur ce plateau. Alors, on démarre en même temps. Première question que j'ai bien envie de vous poser. Vie privée, est-ce qu'on en a réellement, littéralement parlant, sur Internet? Est-ce qu'on a réellement une vie privée sur Internet? Je crois que on pourrait avoir une vie privée si on prend un peu de précaution. Mais si on ne prend pas de précaution, il est presque évident que nous n'avons pas de vie privée. On la met sur la place publique et puis voilà. Du coup, on peut être tenté d'avoir une vie publique quand bien même on est sur Internet. Tout à fait. Et sur Internet aujourd'hui, s'il y a une valeur qui est importante au-delà de tout, ce sont les données. Oui, ce sont les données à caractère personnel, mais qu'appelle-t-on déjà les données à caractère personnel? C'est toute information concernant un individu, information directe ou indirecte, permettant de l'identifier sans se tromper. C'est ça, les données personnelles. Exemple de données personnelles. Nom et prénom, âge, date et lieu de naissance, les données biométriques, les données de santé. Mais dans ce lot de données que nous avons, il y a toute une catégorisation. Il y a les données simples, que sont les noms, prénoms, date et lieu de naissance, mais des données complexes, que nous appelons des données sensibles, qui sont les données biométriques, les empreintes digitales par exemple, les données comportementales, la religion, l'ethnie, les données de santé, c'est des données vraiment complexes qui donnent droit à des autorisations avant leur traitement. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la protection des données est devenue pratiquement un défi pour plus d'un aujourd'hui, pour des organismes ou des utilisateurs? Pourquoi est-ce que la donnée est devenue très très importante aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons à cela, selon chaque catégorie socio-professionnelle. Pour ceux qui font du marketing, ceux qui font du commerce, ils ont besoin de ces données-là pour vendre leurs produits. Pour ceux qui sont dans le domaine de la protection de la nation, de la sécurité tout court, ils ont besoin de ces données-là pour identifier des malfrats, sans se tromper. Pour ceux qui sont dans l'intelligence artificielle, eux encore, ils ont besoin d'une quantité d'informations, si bien qu'on parle aujourd'hui de big data, structuré, non structuré, en tout cas un volume important d'informations qui puisse amener l'intelligence artificielle à disposer des informations pertinentes et intelligibles, exploitables, pour que ces systèmes-là puissent fonctionner comme des humains. Alors, pour être plus pratique, j'ai mes données sur la toile aujourd'hui. Comment est-ce qu'un individu ou qu'un autre site l'emploierait pour favoriser son commerce ou sa publicité? Mais c'est simple, vous êtes sur un site. Prenons le cas, vous avez peut-être... vous allez sur un site quelconque dans le monde, il a une activité qui vous intéresse, vous allez sur ce site. Il vous pose un certain nombre de questions, vous cliquez oui, je suis d'accord parce que l'application vous intéresse. Et vous cliquez oui, et tout de suite, en cliquant oui, il y a un certain nombre de conditionnalités qui apparaissent, malheureusement, que nous ne prenons pas au sérieux. Nous ne lisons pas. Les conditions d'utilisation, les conditions d'utilisation. Alors, nous y allons, tout de suite, nous laissons des traces. Il y a quelques applications qu'on appelle aujourd'hui des cookies qui s'installent sur votre portable et qui vous suivent à tout moment, les sites que vous fréquentez, et systématiquement, tout ça là est collecté. Mais au-delà, il n'y a pas que les cookies. Aujourd'hui, c'est plus perfectionné. Vous avez des pages
web masqué Bien derrière sûr. un site qui pompe systématiquement les données personnelles de toute personne qui arrive. Et d'ailleurs, hein, il y a des applications, par exemple, qui, lorsqu'elles sont téléchargées, ont en arrière-plan un processus qui permet de pomper les données. Oui, vous avez par exemple, si vous lisez l'actualité, pour ces choses-là, vous avez l'antivirus Avast, Oui, dont on parle aujourd'hui énormément, qui a été Bien sûr. surpris en flagrant délit de collecte massive de données. Hein, on dit que c'est gratuit, mais puisque c'est gratuit, c'est bien, il faut bien que quelqu'un en paye les prix. et justement, puisque vous parlez de ce site, on se rappelle et aussi hein, cette fuite de données de 400 millions d'utilisateurs du géant réseau social Facebook, identité de personnes, numéro de téléphone associé à leur profil, tout cela s'est révélé exposé Du jour au lendemain. du jour au lendemain. Oui, ben, vous savez, c'est la quête toujours de ces informations. Et donc, sachant que Facebook a un volume important d'informations, il y a d'autres qui ont besoin de cette manne. Donc, à partir de cet instant, ils sont assez intelligents, ils attaquent leur plateforme, il y a une porte ouverte là-dedans, et puis ils s'accaparent de ces données-là. Alors, la grosse interrogation, Ouais. comment protéger ces données? Bon, les protéger, ça dépend de quel côté on se met. Bon, le gestionnaire d'un site a l'obligation de mettre en œuvre toute la sécurité requise pour protéger les données de ses usagers. Mais de la même façon, le plus important, quand vous prenez par exemple le RGPD, quand vous prenez par exemple... Lorsque vous parlez de RGPD, vous parlez de la réglementation générale de protection des données personnelles voilà, dans l'espace... appliquée dans l'Union européenne. Voilà. Et quand nous prenons le code du numérique, vous avez tout un droit qui est donné à l'usager de l'Internet. Mais bien plus, nous-mêmes, nous devons avoir une hygiène numérique. Une hygiène numérique, à savoir qu'il y a certaines informations que nous devons éviter de mettre sur les sites. Exemple d'information. Par exemple, votre comportement dans la vie de tous les jours. Vous avez certainement des vices, des déviances. Bien vous voyez, sûr. bon, les gens mettent ça sur les sites. La fréquentation de certains sites osés. Vous voyez, tout ça là, ça laisse des traces. Vous avez par exemple vos données de santé, par exemple, qui peuvent se retrouver sur la place publique parce que tout simplement on parle d'objets connectés aujourd'hui. Lorsque vous en parlez, ça me rappelle ce fait mentionné par une étudiante lors justement d'une séance de sensibilisation à laquelle vous avez pris part, je suis certain. Elle disait qu'elle connaît un proche qui, lors d'un entretien d'embauche, s'est vu ressortir des photos où il était, je dirais, fêtard ou dans des lieux un peu pas orthodoxes. Et il s'est vu présenter ces photos-là alors qu'auparavant, il les avait supprimées. Non, une fois que vous avez posté une information sur le réseau mondial, il est difficile de le récupérer. Et aujourd'hui, un responsable des ressources humaines n'a pas besoin que l'intéressé vienne s'asseoir devant lui pour savoir qui il est. Il suffit de taper son nom et puis tout de suite, vous avez toutes les informations sur l'intéressé. Vous allez sur sa page Facebook, vous avez toutes ces informations, ces photos. Il a beau les détruire, peut-être entre-temps, quelqu'un a dû les copier et au moment où lui ne s'y attend pas, l'intéressé réinjecte dans le réseau. C'est une boucle sans fin. C'est une boucle sans fin. Ce qu'il faut faire, il faut éviter, il faut avoir une hygiène numérique, éviter de mettre les informations sensibles sur votre personnalité qui risquent de ternir à vie votre réputation. Là, vous n'aurez pas d'emploi et puis voilà ce qui s'est passé. Alors, et c'est fréquent. C'est fréquent. C'est fréquent. À l'autorité de protection des données personnelles, par exemple, est-ce qu'on arrive à évaluer le nombre de plaintes que vous arrivez à avoir, par exemple, en une journée concernant des attaques ou des violations de vie privée sur Internet? Si, on a, par exemple, cette année, l'année passée plutôt, on en a eu près d'une vingtaine comme ça de plaintes. C'est peu. Mais pour un début, c'est déjà important parce que les gens commencent par comprendre qu'il y a
une autorité de protection à qui on peut s'adresser. Parce qu'auparavant, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Mais de plus en plus, nous avons des requêtes, nous avons des plaintes. Il y a des plaintes que nous arrivons à instruire. Il y a d'autres qui sortent carrément de notre champ que nous envoyons à l'OCRC pour... l'Office central de répression de la cybercriminalité. Voilà, lorsque ça touche la cybercriminalité, on transmet de l'autre côté. Mais quand ça nous concerne, nous avons un exemple. Une dame qui voulait postuler à un poste avait envoyé un curriculum vitae à une institution de la place qui l'a gardée. Elle n'a pas été retenue. Au lieu de détruire ces informations-là, ils l'ont gardée. 5 ans après, l'information était toujours en boucle sur le site. Et la dame a posé le problème. Elle a saisi la PDP. Ce qu'on a eu à faire, on a concilié les parties, on a amené l'institution à détruire les informations. Bon, jusqu'à ce jour, l'intéressée a estimé qu'elle a été satisfaite, mais on ne sait vraiment pas. Demain, on n'est pas certain. La même information peut se retrouver quelque part, réinjectée sur le réseau. Mais alors, à la PDP, lorsque ces plaintes vous parviennent, comment est-ce que vous vous y prenez ? Non, à la PDP, c'est simple. Lorsque ces plaintes-là arrivent, nous avons un service technique qui balise le terrain et qui instruit le dossier du point de vue juridique et du point de vue technique. Lorsque nous avons suffisamment d'informations, on invite l'intéressé. S'il y a des compléments d'informations à apporter, il le fait. Sinon, si on arrive à identifier son interlocuteur, on les invite à une conciliation. C'est quand il n'y a pas conciliation que la procédure va au-delà. Et lorsque la procédure va au-delà, c'est-à-dire quoi? Quelles sont les juridictions, par exemple, que vous saisissez? C'est la juridiction compétente de Cotonou, puisque nous, notre siège est à Cotonou. Voilà. D'accord. Alors, pour revenir un peu plus sur Internet à présent, le géant du réseau social Facebook, je dirais, si je me rappelle bien, disait que le futur va devenir privé, c'est-à-dire qu'on va en arriver à créer une plateforme exclusivement privée. Qu'en pensez-vous? Bon, de toutes les façons, les gouvernements n'ont pas pour vocation d'installer des plateformes par-ci, par-là, sauf que pour leur usage. Est-ce que vous voyez? Ils ont pour vocation de créer un environnement, par exemple le code du numérique. Si vous voulez installer une plateforme, vous êtes obligé de respecter un certain nombre de choses par rapport à la loi. Donc, ils ont pour vocation de créer cet écosystème sécurisé qui amène les gens à avoir une confiance numérique par rapport à celui qui veut installer. Maintenant, la question du privé, pour l'installer, c'est clair, parce que c'est des centaines de millions, c'est des milliards qu'il faut injecter dans cette affaire. Qui peut bien faire cette affaire-là si ce n'est le privé? Le privé. Il n'y a que eux qui le font. Et souvent, ils poussent derrière. Ils ont de l'argent en stock quelque part, ils veulent investir, et puis on leur donne cette opportunité, et puis voilà. Mais pourquoi est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui, malgré le fait qu'ils ne cessent de nous rassurer de la sécurité qu'ils offrent, on en vient toujours à observer des cas massifs d'insécurité sur leur plateforme? Oui, mais vous constatez, au départ, quand on parlait, la notion de cybercriminalité, ce n'était pas une notion telle qu'on le voit aujourd'hui. Ça veut dire proof of system. C'est-à-dire, à l'origine, ce qui est devenu la cybercriminalité aujourd'hui, c'est tester la vulnérabilité d'un système. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Donc, l'intelligence acquise à ce niveau sert à attaquer un système, à découvrir les failles, les vulnérabilités et à montrer son intelligence. Autant la technologie avance, autant l'intelligence humaine avance. Est-ce que vous voyez? Et justement, c'est parce qu'il y a cette intelligence derrière, d'attaque derrière, qu'au fur et à mesure, il y a un développement croissant. Est-ce que vous voyez? Et donc, par conséquent, dès lors que, tant que les gens apprennent à lier le bois au bois, attendez-vous toujours à ce que cette attaque-là, qu'elle soit fréquente. Absolument. Il revient maintenant aux États de protéger ce système. Et pour cela, par exemple, au Bénin, vous avez l'ANSSI. L'Agence nationale de sécurité des systèmes Voilà, informatiques. donc il a pour mission de protéger tout le Bénin, tous les systèmes du Bénin contre les attaques éventuelles pouvant venir
de l'étranger. Est-ce que vous voyez? sûr. Mais nous sommes, l'APDP est une structure transversale sur l'ensemble des secteurs. Partout où on parle des données personnelles, nous devons y être, nous devons nous assurer que les normes édictées sont respectées. Alors, vous abordez justement un point de cet échange que nous avons, l'autorité de protection des données personnelles. Alors, fallait-il en arriver à sa création? Forcément. Puisqu'il faut rappeler aux téléspectateurs que l'autorité de protection de données personnelles d'aujourd'hui est ce qu'était auparavant la Commission nationale d'informatique et de liberté. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes devenus autorité par la force des choses parce qu'il fallait évoluer d'un cran pour que les gens prennent vraiment au sérieux cette affaire. À l'étape de commission, ce n'était pas vraiment l'outil qu'il fallait. Il fallait ériger cette commission-là en autorité pour leur donner tous les pouvoirs requis pour qu'ils puissent faire face aux difficultés liées à cette activité. Et qu'est-ce qui a changé de commission à autorité aujourd'hui? Quels sont les progrès dans la protection, dans la lutte pour la protection des données personnelles que vous menez? Oui, aujourd'hui, nous avons des pouvoirs quasi-réglementaires, quasi-judiciaires. On a la possibilité de sanctionner, prononcer des sanctions civiles, et puis, dans le cas contraire, entraîner les gens devant les tribunaux, et puis, bon, voilà, toutes choses qu'on avait, mais ce n'était pas vraiment renforcé. Aujourd'hui, c'est renforcé. Mais à l'étape actuelle, nous n'utilisons pas notre pouvoir de sanction. Pourquoi? Parce que avant de sanctionner, il faut sensibiliser, dire aux gens les limites à ne pas dépasser, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais une fois que la mayonnaise aura prise, eh bien, on pourra passer à la phase supérieure. Alors, pour parler de sanctions, il faut dire que vous vous basez essentiellement sur le code du numérique. Oui. Et quelles sont, par exemple, les sanctions dont traite le code du numérique aujourd'hui et que vous appliquez lorsque des plaintes vous parviennent? Bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore appliqué une sanction en tant que telle. Tel que je vous l'ai dit, nous sommes à la phase de sensibilisation. Mais le code est assez clair. Lorsque vous violez les dispositions du code numérique, eh bien, vous pouvez avoir des emprisonnements allant de 6 mois à 10 ans, de 10 millions à 50 millions, et renforcé jusqu'à 100 millions selon le cas. Tout ça là est prévu dans le livre 5e du code du numérique. D'accord. Et ce code du numérique aussi fait état de la publication des données personnelles d'autrui. Je parle essentiellement des plateformes telles que WhatsApp, où lorsque, par exemple, on voit la photo de quelqu'un ou une vidéo, on transfère juste parce qu'on a envie d'informer un proche, et cela est proscrit par le code. Tout ça là, lorsque vous transférez des informations que vous recevez, et ça diffame quelqu'un, lorsque celui-là va porter plainte, eh bien, vous tombez sous le coup de la loi. Vous le payez cash. Lorsque vous transférez un petit geste de rien du tout, et demain on vous dit, bon, écoutez, monsieur, venez justifier pourquoi vous avez transmis une telle information, ça vaut au moins 6 mois à 10 ans, et 10 millions à 50 millions, et même au-delà. Et donc, juste pour un geste. Donc, il faut vraiment réfléchir lorsque nous voulons transférer des informations dont on n'a pas la maîtrise, mais sur autres, pour éviter de diffamer l'autre, de traîner l'autre dans la boue, de violer son intimité privée. Voilà, il faut beaucoup faire attention. Et l'autorité de protection des données personnelles dans sa lutte quotidienne, est-ce qu'il y a des limites auxquelles vous êtes confrontés? Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas confrontés à des limites. Pour l'instant, nous n'avons pas été saisis pour des cas comme ça. On a plein d'autres cas, mais pas pour ces cas-là. Pour l'instant, nous n'avons pas été confrontés à une difficulté majeure qui nous amène à ne pas prendre une décision ou ne pas dire à tel ou tel les limites à ne pas dépasser. Plus d'une fois, vous avez vu un certain nombre d'informations circuler sur les réseaux sociaux. Par exemple, il fut un temps où nous avons vu des enseignants qui allaient à la retraite, on a vu leur nom, leur RIB, leur numéro de... Nous avons saisi le ministère qui est concerné, on lui a dit, ça ne se passe pas comme ça. Parce que lorsque
vous affichez le RIB de quelqu'un, le chèque qu'on lui a mis pour solder sa retraite, et vous mettez tout ça là, demain, il peut y avoir des délinquants chez lui parce qu'on sait qu'il a pris un chèque, il a touché de l'argent et ça peut amener plein de choses derrière. Donc, il faut beaucoup faire attention lorsqu'il est question de manipuler les données personnelles. D'accord. Et dans cette sensibilisation que vous faites, pour le moment, je dirais, quelles sont les cibles que vous visez essentiellement? Disons que nous visons toute la population, mais en priorité aujourd'hui, puisque au-delà de ce qu'on peut comprendre en ce qui concerne la manipulation des données personnelles, il y a le volet économique de la chose. C'est-à-dire? Une entreprise qui affiche comme label qu'il a reçu une autorisation de l'APDP donne confiance à celui qui visite son site. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Donc, ça augmente son chiffre d'affaires, il peut dialoguer avec les structures étrangères parce que si vous traitez avec les pays européens, eh bien, et si on ne sait pas que vous savez protéger les données, ils vont vous rappeler à l'ordre. Et nous avons reçu plein de requêtes de la part des entreprises qui sont en contact avec d'autres pays européens. Ça, c'est le premier aspect. Donc, par rapport à cela, nous visons les entreprises. Parce qu'il y a un aspect de développement socio-économique à la base. Avant que vous n'abordiez le second point, par exemple, ces entreprises, est-ce que vous arrivez à les autoriser? Est-ce que vous en avez autorisé certaines parmi elles? Oui, je vais en revenir. C'est-à-dire, on les a contactés par l'intermédiaire de la CCIB, qui est en contact avec un certain nombre d'entreprises. Donc, il y a des séances de formation que nous réalisons avec ces entreprises. Bon, alors, pour en revenir à votre question, disons cette année, nous avons donné jusqu'à 100 autorisations. Et ça, c'est des enquêtes, c'est du travail qu'il y a derrière. Il faut beaucoup fouiller, il faut faire des enquêtes avant de donner cette autorisation. Nous en avons donné 100 cette année. Et Dieu seul sait que nous avons plus de 6000 entreprises dans ce pays-là. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, la deuxième cible, c'est les élèves, c'est les étudiants, c'est même les collégiens, pour une simple raison, que leurs parents soient lettrés ou pas, qui d'autre est mieux placé pour parler à son parent? À son parent. Si ce n'est les enfants. Les enfants. Donc, une fois qu'on arrive à sensibiliser un enfant, à lui dire les limites à ne pas dépasser, il arrive à la maison, il transfère l'information à son parent. En vacances, tout le monde retourne dans son village. Bien sûr. Et ça fait bien plaisir à ces étudiants de dire, de sensibiliser les gens, de leur dire attention, ça c'est une faute, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Deuxième cible. Nous avons eu une cible particulière. À chaque week-end, lorsqu'on va aux cérémonies, vous avez des gens qui viennent vous flasher, qui prennent vos photos pêle-mêle. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. On leur a appris ce qu'il faut faire désormais parce qu'il y a le droit à l'image, le droit à la vie privée. Pour la simple raison qu'on vous flash, on vient déposer votre photo. Quelqu'un qui passe là peut payer 500 francs et prendre votre photo et partir avec. Qu'est-ce qu'il en fait? Et si on n'achète pas, qu'est-ce que ces photographes-là font avec les images qu'ils gardent? Donc ça pose un problème. Voilà une autre cible que nous avons privilégiée. Donc ceux-là ils sont près de 300 que nous avons formés. D'accord. Et la sensibilisation, est-ce que c'est le moyen le plus simple pour en arriver à un changement de mentalité? D'aucuns disent qu'il faut en arriver à une éducation numérique à la base. Qu'en pensez-vous? Oui, tous les moyens sont bons pour arriver à notre fin. C'est-à-dire, autant il y a la formation à la base, au numérique, autant il y a la formation populaire, le contact avec les populations. Tout ça là doit être mis ensemble pour viser un but, ce que nous appelons dans notre jargon la finalité. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, tous les moyens sont bons pour parvenir à cet objectif-là qu'on s'est fixé, à savoir la sécurisation des données personnelles des Béninois. Et l'éducation numérique, pensez-vous réellement qu'on pourrait y arriver lorsqu'on sait que la génération aujourd'hui un peu plus intelligente, si je peux me le permettre,
l'éducation numérique, pourrait-on réellement y arriver aujourd'hui? Les gouvernants sont-ils en mesure réellement d'assurer ce pan de la chose? Bon, ça va coûter un peu plus cher, parce qu'il faut une volonté politique. Gouverner, c'est prévoir. Bien sûr. Ouais, il faut une volonté politique. Une fois que vous êtes fixé un objectif et que vous avez souci de protéger votre population, il y a un minimum de sacrifices à faire. Et souvent, dans nos pays africains, lorsque les gouvernants prennent les choses à bras le corps, eh bien, ils donnent l'exemple, les gens ont tendance à suivre. Et c'est là, justement, lorsque Facebook parlait des privés, c'est là où, justement, on doit laisser les privés agir, parce que c'est eux qui créent les écoles, c'est eux qui créent les universités. Il faut leur laisser les moyens, mais définir les limites à ne pas dépasser et procéder au contrôle. Alors, Monsieur Ambroise Jimanzou-Zinsou, on vous aura compris, mon chef d'édition m'alerte déjà, parce que le temps est arrivé à expiration. Votre mot de fin, Monsieur Zinsou. Bon, si j'ai quelque chose à dire, c'est d'abord inviter les entreprises à se rapprocher de la PDP pour remplir les formalités. Même ceux qui ont commencé déjà par traiter les données personnelles, qu'ils se rapprochent de nous. Nous allons leur donner les autorisations en régularisation, après, bien entendu, les contrôles d'usage. Et aux citoyens lambda, qu'ils se protègent, parce que la meilleure protection viendra de nous-mêmes. Voilà mon mot de fin. Merci, Monsieur Ambroise Jimanzou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Autorité de protection des données personnelles du Bénin. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de l'entretien de ce jour. Que faut-il retenir? Eh bien, dans l'industrie du web et des nouvelles technologies, la vie privée est à la mode et vie privée et Internet ne font pas bon ménage. Vos données, mesdames, messieurs, sont comme le pétrole, comme le dirait l'autre, et il faut en prendre soin. Prenez-en soin et à très bientôt pour un autre numéro de l'entretien.